They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. My hero. What else you want me to do? You're my hero. Les héros ne portent pas toujours de cap. Jimmy Butler a été étincelant face aux Bucks, le numéro 22 de Miami a éclaboussé la série de son talent, le Heat s'impose 4-1 face aux grands favoris des playoffs. Salut Yanis, à l'année prochaine. Les Lakers en passent de sortir Memphis, les Knicks qui viennent à bout des Cavs, Sacramento qui a encore ses chances face aux Warriors. On revient sur les surprises de ce premier tour dans le focus. Tout le monde a les yeux rivés sur Wembanyama pour la draft 2023. Mais le futur numéro 1 ne sera pas le seul Frenchie à se présenter. Nadir Rifi, Sidi Sissoko, Ryan Rupert ou encore Bilal Koulibaly seront de la partie. Du rêve à la réalité, il n'y a qu'un pas. Notre invité cette semaine n'est pas n'importe qui. En 2019, il a remporté les championnats de France d'aviron indoor. Sportif accompli, il a joué en National 2 au basket, pratique le crossfit et attaque dans l'école, tel un Pogacar en prise de masse. Journaliste référence dans le milieu du basket, il a interviewé les plus grands joueurs de NBA. Et comme ça ne suffisait pas, il vient de sortir son deuxième bouquin, Road Trip NBA, le guide USA. Rémi Reverchon est notre invité. Hype, épisode 27, saison 2. Bonjour à tous, bienvenue dans Hype sur Sport en France, grosse émission. Cette semaine, on va parler playoff, on va aussi parler littérature, mais avant tout ça, on va accueillir un homme tout seul aujourd'hui du côté à ma gauche, Paul Rouget. Comment tu vas, Paul ? Très bien, les playoffs sont surprenants et passionnants, donc eux se régalent. Les Lakers vont pas mal. Pas trop mal, on espère qu'ils vont finir le travail assez rapidement. Bon, on a un fan des Lakers aujourd'hui, on va pas spoiler puisque c'était déjà dans le sommaire. On va accueillir un homme qui est du côté de la Californie, San Francisco, c'est Melvin Carsanti. Salut Melvin. Salut Sylvain, salut les gars, comment ça va ? On va très bien, j'imagine que toi aussi les Warriors vont mieux là. Bah écoute, il ne faut jamais sous-estimer le corps d'un champion comme on dit, hein, et voilà, 3-2, on verra s'ils peuvent finir demain au Chase Center. Bon, affaire à suivre, les champions en titre sont encore en course. Effectivement, on va parler d'un champion, en tout cas d'un homme qui est la voix du basket américain du côté de Be In Sport. Il est également auteur de ce livre, Road Trip NBA, le guide USA. On va en parler ensemble. Merci Rémi d'être avec nous. Merci Sylvain de l'invitation. Pogacar en prise de masse, ça me plaît bien. Ça te plaît bien ? Ouais, j'avais pas pensé, ça me plaît bien. Il a pris du poids, Pogacar, mais ça me plaît. Bon, nouveau surnom, merci beaucoup Rémi d'être avec là. On sait que le temps est compté. Les Lakers vont pas mal, on sait que tu es un fan des Lakers. Tu penses que ça peut passer au moins le premier tour ? Je pense que ça doit surtout passer le premier tour. Ouais, moi j'ai eu la chance de passer quelques années là-bas et de garder un certain amour pour cette franchise. Je me dis que là, quand même, tu menais 3-1 face à une franchise que je respecte beaucoup, mais où il manque quand même beaucoup de monde. Si tu passes pas, il y a faute professionnelle. Je pense que ça doit passer. Ça doit passer. Bon, il reste encore 1 voire 2 matchs pour se qualifier en demi-finale et peut-être rejoindre les Warriors ou Sacramento. Ça, on verra bien sûr ensemble. On va suivre les playoffs. Avant de parler playoffs, en toute fin d'émission, on va s'arrêter sur ce qu'on appelle ici les meilleurs employés de l'année. Donc les joueurs, voire coachs, récompensés en NBA. Donc ça arrive toujours en fin de saison régulière. On avait fait nous nos pronos avec la team Hype la semaine dernière. Et ça y est, c'est tombé. On connaissait Jaren Jackson, meilleur défenseur de l'année. On a eu également Mike Brown, donc voilà, ça s'affiche. Mike Brown qui devient le coach de l'année, premier à l'unanimité, premier coach à avoir été élu à l'unanimité de l'histoire. Malcolm Brogdon est 6e homme de l'année. On a qui en MIP? Lauri Markkanen, on a Paolo Banchero, Rookie of the Year. Le DPOY, on l'a déjà dit. Et puis, le Clutch Player of the Year, c'est cette nouvelle catégorie qui récompense le joueur qui est le plus intéressant, le plus clutch en fin de match. Voilà, on attend le MVP, ça devrait pas tarder. Je vais tout de suite me tourner vers Rémi, journaliste Beansport, on l'a dit, très concerné par la NBA, et en plus, tu votes pour ce type de récompense. Ouais, j'ai la chance de faire partie des votants. On est 100 chaque année choisis par la NBA et ils m'ont fait confiance cette année pour voter. Donc j'ai pu envoyer mes votes parmi toutes ces catégories qu'on a vues là. J'ai eu bon sur tous sauf un. J'avais mis en MIP, j'avais mis Shai Gilgeous-Alexander moi. Okay. J'avais mis Markkanen en 2. Sinon tous les autres, j'ai suivi le vote là.
Melvin, aux États-Unis, on sait que c'est quelque chose qui intéresse aussi beaucoup les journalistes, de savoir un peu qui on va récompenser et surtout sur quels critères on peut évaluer et donc donner un award à un joueur. Shai Gilgeous-Alexander, on en parlait la semaine dernière ensemble, c'est un joueur bien sûr qui a performé toute la saison avec son équipe d'OKC, play-in quand même pour cette équipe. Pourquoi il a finalement été court vis-à-vis d'un Lauri Markkanen selon toi pour mériter d'être élu meilleure progression de l'année? Ouais, je pense que c'est ce qu'on disait la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de critères officiels pour ce titre de MIP, Shai Gilgeous-Alexander était déjà l'option numéro 1 incontournable d'OKC l'année d'avant. Alors évidemment, il a progressé, il a fait une saison exceptionnelle et il sera sûrement first team All NBA, mais Lauri Markkanen a quand même surpris son monde et personne n'attendait à ce niveau-là. Donc moi, je trouve ça au final assez logique que ce soit le Finlandais qui gagne ce trophée devant Shai Gilgeous-Alexander. Paul, est-ce qu'il y a un mot qui te plaît là, dans les joueurs coach récompensés? Pour prolonger sur Shai Gilgeous-Alexander, moi aussi je l'avais mis en MIP parce que pour moi c'est plus dur de passer du statut de star à celui de superstar. Et c'est ce qu'il est vraiment devenu cette année. Alors évidemment, Markkanen le mérite, mais je trouve que SGA, moi je l'aurais mis aussi devant comme Rémi pour ça, même si je n'ai pas la chance de voter. Alors Rémi, justement, tu votes. Comment on vote? Est-ce qu'on prend en considération, bien sûr, la dimension collective dans laquelle s'inscrit le joueur et qui performe justement pour aider cette équipe à être haut? Ou alors est-ce qu'on regarde simplement les stats, ce qu'il savait faire l'an dernier et ce qu'il sait faire plus cette année? Ça dépend des trophées. Sur le trophée de MIP, c'est un peu particulier. On le sait, c'est un trophée qui est éminemment statistique. On regarde la progression statistique, c'est fort, plus que dans d'autres trophées. C'est-à-dire qu'on va récompenser, là c'était le cas des deux en l'occurrence, même de Jalen Brunson qui finit 3e, la progression statistique. Et on sait que c'est plus difficile de passer de... Markkanen, cette année, il a, je crois, 25 points, 24 et quelques de moyenne. Il était à 14 et quelques l'an dernier. Donc tu as un gap de 10. C'est évidemment plus dur de passer de 14 à 24 que de passer de 4 à 14, par exemple. Donc ça, c'est à prendre en compte. Après, les autres trophées, tu prends tout le reste en compte. C'est un mix d'impression générale, de base. Si on vote, c'est que qu'on estime que tu connais un peu le basket et donc tu es quand même censé regarder un peu les matchs, voir ce qui se passe et avoir cette impression générale. De stats, évidemment, parce qu'on reste un sport de geek qui regarde les stats. De classement, les mecs qui savent tirer leur équipe vers le haut, évidemment, pour le MVP, ça rentre hyper en compte. Combien de fois, on se souvient du débat à l'époque, Westbrook, triple-double, fantastique de moyenne. Ah ouais, mais ils finissent que 6 ou 7e, est-ce qu'ils méritent d'être MVP ou pas? Donc voilà, c'est un petit mélange de tout ça. Après, c'est une question de sensibilité. On peut donner tous les critères qu'on veut. Ça reste un vote et ça reste subjectif au final, quoi. MVP, la catégorie qui n'est pas encore récompensée, la catégorie reine, ça devrait se jouer entre Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid ou Nikola Jokic, double MVP en titre. Est-ce que la NBA pourrait récompenser, ou les journalistes plutôt, pourraient récompenser 3 fois Nikola Jokic qui fait une saison quand même digne d'un MVP également? Il n'y aurait pas de scandale, en tout cas. Moi, je vous le dis, parce que je l'ai déjà dit par ailleurs, j'ai voté Joel Embiid en 1, devant Nikola Jokic, devant Giannis Antetokounmpo. J'ai quand même l'impression de ce que je vois comme retour à droite à gauche des gens qui déclarent aussi leur vote, que ça va être pas un raz-de-marée, mais un vote assez large pour Joel Embiid. Okay. J'ai l'impression qu'on se dirige vers ça, que l'immense majorité, tu sais, de toute façon, il n'y a pas de vérité là-dedans, les 3 joueurs, ils sont fantastiques. Le quasi triple-double de Jokic, Giannis qui est premier de la ligue, on ne prend pas en compte les playoffs évidemment, hein, c'est un trophée de saison régulière, Embiid qui est meilleur scoreur de la ligue, enfin, les 3 sont des monstres et ça se justifie. Donc à partir de là, je pense quand même que la réflexion, c'est là où je te parlais, tu vois, un peu de sensibilité, et on a tous en tête le fait que quand dans 10 ans on regardera un peu ce qui s'est passé, on se dira qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal. Se dire que Giannis l'a eu 2 fois, que Jokic l'a eu 2 fois, que Embiid l'aura là 1 fois, ça me semble peut-être plus fair, plus juste que tu vois, le donner une 3e fois à Jokic que Embiid les 0 fois. Ça me semble assez logique au final. Bon, l'année ou jamais peut-être pour Joel Embiid. Melvin, on en parlait ensemble la semaine dernière, on regardait un petit peu on va dire les analyses de nos confrères ESPN et ça semblait être encore serré entre Jokic et Embiid. Qu'est-ce qu'on en dit quelques jours après aux États-Unis? Est-ce que, comme Rémi, tu penses que Embiid quand même se détache pour gagner ce premier titre de MVP? Oui, c'est assez le cas. On a quelques journalistes ou anciens joueurs qui ont décidé d'aller soit sur Jokic, soit sur Giannis Antetokounmpo, comme JJ Redick, par exemple, qui l'avait annoncé dans son podcast la semaine dernière. Mais tout le monde semble pencher vers Joel Embiid. On sait qu'il a fait une saison exceptionnelle, que ce soit offensivement, mais aussi défensivement. Donc c'est un peu l'année du
du Camerounais ou du futur joueur de l'équipe de France, comme au choix. Et il le mérite. Comme le disait Rémi, je pense que de toute façon, tu peux pas vraiment avoir tort dans ce genre de vote. Les 3 joueurs ont fait une saison exceptionnelle. Donc c'est bien que Joel Embiid soit récompensé. Maintenant, les autres méritaient aussi, mais on peut avoir qu'un vainqueur. Donc ce sera lui cette saison et on verra la saison prochaine. Bon, patience, j'ai pas noté la date, hein. Si vous l'avez, on peut la partager ensemble, mais ça devrait pas tarder à arriver pour savoir quel est le meilleur joueur de la saison régulière, Most Valuable Player, le joueur ayant le plus d'impact sur son équipe. Merci pour la passe décisive, Melvin, puisqu'on va parler français maintenant dans le French Corner. Sport en France, français, la logique est quand même vite établie. On est donc en play-off, on arrive en fin de saison, et en fin de saison, il y a un événement après les finales NBA, c'est la draft. On vous en parle depuis quelques semaines. Plusieurs joueurs français sont concernés, et notamment Victor Wembanyama, qui devrait arriver en tête et être sélectionné par une équipe et commencer enfin sa carrière NBA. Mais on a aussi d'autres profils qu'on va essayer de vous présenter un petit peu ici. On a eu l'opportunité, il y a quelques mois encore, d'avoir le championnat de France sur Sport en France. Donc vous connaissez peut-être certains noms. On va nous en valoriser 3. Et puis on pourra peut-être compléter un petit peu après. Je voulais qu'on évoque Nadir Hiffi, le meneur du Portel, meneur plutôt explosif, meneur plutôt créatif et surtout très très scoreur, qui fait une très très grosse saison. Vous voyez les stats qui s'affichent, c'est quasiment 17 points en Betclic, c'est énorme, quasiment 3 passes et 3 rebonds, donc joueur très très complet. Une équipe du Portel qui se bat pour sa survie et qui a des joueurs quand même très très impliqués à l'image de Nadir, 20 ans. Qu'est-ce qu'on en pense de Nadir? Je me tourne vers peut-être Rémi, sur Beansport. Vous faites aussi la Betclic, forcément. 20 ans, est-ce que c'est l'année où il faut se présenter à la draft pour Nadir? Et qu'est-ce qu'il peut en espérer? C'est l'année en tout cas de surfer sur le buzz incroyable dont il profite en ce moment et qui est justifié, parce qu'il nous fait une saison incroyable. Nadir, il a ce côté rafraîchissant en fait de l'inattendu. C'est un mec qu'on n'avait pas vu venir à ce niveau-là. Celui qu'il avait senti venir pour une saison pareille, chapeau. Parce que moi, en tout cas, je ne l'avais pas senti. Ça fait partie de ces meneurs créateurs avec un peu de génie. On dit, alors, ça sonne péjoratif, mais ça n'est pas. C'est un joueur qui n'a pas de conscience. C'est un mec qui s'en fout, qui prend ses shoots, qui envoie. Il a 20 piges et il se retrouve à driver une équipe de Betclic qui joue pour sa survie. Tu as raison, et c'est important. Il y a un club entier qui dépend de ses perfs. Et moi, je trouve ça beau. Donc voilà, avec son agent, là, Olivier Mazet, ils ont décidé d'inscrire son nom à la draft. Je comprends. Il a du buzz, c'est le bon moment. Ça ne veut pas forcément dire qu'il partira en NBA dès l'an prochain parce que son nom circule sur un potentiel deuxième tour, fin de deuxième tour, plutôt une équipe qui tenterait un petit coup pas cher sur Nadir, peut-être pour le laisser 1 ou 2 ans en Europe et ensuite tenter sa chance. Donc à voir, mais moi j'adore ce joueur, il est fantastique. Et puis je ne sais pas si vous avez vu, il fait les démarches en ce moment, il est de double nationalité algérienne et française, il fait les démarches pour avoir l'autorisation par la FIBA de jouer avec l'équipe de France. Ah bah putain, moi je vous dis que c'est un profil que j'aimerais bien voir chez les Bleus. Ça, on va avoir des problèmes de meneur bientôt, ça me ferait plaisir. C'est vrai, encore un vrai poste 1 qui pourrait postuler et pour le coup un profil qu'on n'a pas, en tout cas j'ai l'impression. Alors après justement sur le profil, il est quand même il fait moins d'un 85. En NBA ils sont pas légion. Il y a Fred VanVleet qui a 1,84 je crois. Et lui ses modèles à chaque fois il évoque c'est Shane Larkin, Mike James qui sont plutôt des joueurs d'Euroleague. Lui il rêve d'Euroleague mais aussi de NBA. Donc est-ce qu'il n'est pas plus adapté à l'Euroleague qu'à l'NBA? Je sais pas. Il en a plus le profil. Après tu sais ces mecs là. C'est vrai que tu as raison sur le profil, c'est clairement un mec que tu verrais grandir dans le giron Euroleague, FIBA. Maintenant, s'il y a une opportunité NBA, il la prendra. Il aurait tort de s'en priver. C'est la ligue, on a beau être des enfants et des amoureux de l'Euroleague. Si tu as une opportunité en NBA, tu la saisis. On verra. Mais c'est vrai que la taille peut être un problème. Tu as raison, VanVleet, il est petit, mais c'est une caisse, quoi. Dire, c'est pas une caisse. Bon, il a 20 ans, il a le temps de s'épaissir. On verra. Parce que quand on est en fin de deuxième tour, comme ça, annoncé fin de deuxième tour, après ça change de semaine en semaine, est-ce qu'on laisse son nom inscrit à la draft ou est-ce que c'est juste pour le buzz et effectivement ensuite... Tu as les deux options. Ils ont jusqu'au 10 ou 12 juin, je ne sais plus, pour retirer leur nom de la draft, ces gamins-là. Donc évidemment, ils s'inscrivent tous parce que ça fait monter un peu le buzz. Les scouts, les GM commencent à regarder. Tiens, Nadir Hiffi s'intéresse un peu au truc. S'ils sentent, ils tâtent le terrain, qu'autour des workouts, etc., ça mord pas trop, qu'il n'y a pas de club qui ont dit tiens, nous, ça nous intéresse avec notre 57e choix, on va prendre Nadir. Et ben, ils peuvent retirer le nom. Donc ça, je pense que c'est une aventure. Avec son agent, je te dis, Olivier, ils vont tenter et puis ils verront bien les retours qu'ils ont. Je pense que si ils ont des certitudes, ils laisseront son nom.
Olivier Mazet qui a déjà fait drafter des joueurs en NBA. On pense à un certain Frank Ntilikina, je crois. Ouais, Franck, Gershon, Yabusele, il y a du monde. Ils savent faire. On leur fait confiance. On continue. Bilal Koulibaly. L'arrière-ailier du Boulogne-le-Valois. On a reçu 2 joueurs du Boulogne-le-Valois cette saison qui nous parlaient de Bilal et de la surprise. Bilal, on ne pensait pas être capable de jouer à ce niveau-là et de prendre les responsabilités que Vincent Collet lui a données. Qu'est-ce que tu penses justement de la saison, toi, le Boulonnais, je ne sais pas si on dit comme ça. On dit comme ça. On dit comme ça. Paul, qu'est-ce que tu penses de Bilal? Est-ce que tu es surpris comme moi? On est tous surpris. Après, il débute avec les espoirs, il fait des cartons incroyables. Et alors, je pense qu'il bénéficie aussi du fait qu'il y a des scouts qui sont là pour voir Victor. Donc, il a quand même une certaine exposition, je pense, outre-Atlantique grâce à ça. Et puis, il y a aussi des highlights, parce que bon, il est quand même très, très spectaculaire. Il y a certaines de ses actions, notamment le putback dunk là, qui a fait le tour de la planète. Donc, c'est très intéressant. Après, lui, c'est le plus jeune. Hein, il va avoir 18 ans. Il va avoir 19 ans. 19 ans bientôt, oui, voilà, exactement. Donc, à voir si, pareil, est-ce qu'il va laisser son nom, est-ce qu'il va le retirer, est-ce qu'il est annoncé très haut l'an prochain plutôt. D'accord. Et s'il y a une opportunité cette année, comme disait Rémi, faut y aller, quoi. 26, moi je l'ai par nos confrères d'ESPN. Est-ce que quand on est entre la 20 et la 30, on ne se dit pas qu'on a des réelles chances d'être sélectionné déjà au premier tour et d'aller tenter sa chance outre-Atlantique? C'est une place un peu bâtarde parce que tu sais, la différence et l'importance d'être drafté au premier tour en NBA, c'est que tu as un contrat garanti pour tes 2 premières années. Deuxième tour, la franchise fait ce qu'elle veut. Elle n'a aucune obligation de te signer. Ça change tout pour un joueur. Et c'est typiquement l'exemple de ce qu'on disait tout à l'heure, du mec qui inscrit son nom, qui va faire monter le buzz et qui va voir clairement, là, sur un premier tour, si une franchise est prête à s'engager auprès de lui. Quand il va faire le tour avec ses agents, tu vois, des workouts, si, je te dis n'importe quoi, j'en sais rien, vraiment, mais j'en sais rien, un Toronto, un Lakers, un Golden State, ce que tu veux, va dire, il nous plaît, avec notre 28e choix, on va vous le prendre, et ben il restera. Et si c'est pas le cas, je pense que clairement, il bénéficierait encore d'une année supplémentaire en France. Il n'a pas... Victor est un ovni qui est incomparable, mais Bilal, il a fait des super trucs, mais il n'a pas dominé non plus la saison en France. Non. Un an de plus dans les pattes, ça me semblerait pas scandaleux avant de partir. Plutôt un prospect, comme disent les Américains aussi, un sleeper, quelqu'un qui peut se frayer un chemin jusqu'en NBA, mais qui a peut-être encore un peu besoin de s'aguerrir face à des adultes. En tout cas, très belle saison de Bilal Koulibaly, puis on suivra bien sûr son évolution, que ce soit ici ou ailleurs. On s'arrête quand même sur Victor Wembanyama, annoncé depuis 107 ans numéro. Victor Wembanyama. Ah oui, je ne connais pas. Annoncé depuis 107 ans, numéro 1 de la draft, donc c'est pour dans quelques mois. Je pense que le cœur doit commencer à battre du côté de Victor. Très très grosse saison, vous voyez les stats. Pour un jeune joueur de sa taille, attendu dans le monde entier, faire quasiment 21 points, 10 rebonds et 3 contres de moyenne. Pour l'avoir vu un peu, voilà, les choix de tir, enfin tout semble être carré dans son esprit pour un joueur de sa taille. Formalité, Rémi, le numéro 1 de la draft pour Victor. Par contre, on peut se poser la question de savoir dans quelle équipe il peut être drafté. Alors moi, j'ai quelques noms d'équipes potentielles qui auraient 14% de chances de pouvoir le récupérer. Elles sont 3. Les Detroit Pistons, les Houston Rockets, San Antonio Spurs. Ouais, c'est les 3 équipes qui ont fini avec le pire bilan NBA qui ont le plus de chances. Après, tu sais comment ça marche, il y a une loterie, c'est dans la nuit du 16 au 17 mai, à l'issue de cette loterie, qu'on saura quelle équipe a le premier pick. Okay. Et à 99,9% qu'on saura quelle équipe va drafter Victor Wembanyama. Donc c'est ces 3-là qui sont les plus crédibles. Mais tu as Charlotte pas loin, tu as Indiana pas loin, tu as Portland pas loin. Portland, oui, ils sont à 10-5 et Charlotte à 12-5. Tu vois, c'est des franchises. Et puis en fait, c'est simple, toutes les franchises qui ne sont pas en play-off cette année ont une chance de l'avoir à la draft. Donc on verra. Mais oui, formalité, pour moi, je vois pas quel événement aujourd'hui pourrait faire que Victor ne soit pas numéro 1 de la draft. J'ai touché du bois et pas lui porter la poisse, mais je pense que même s'il se faisait une blessure grave, les croisés, un tendon d'Achille, ce que tu veux, je pense qu'il partirait quand même numéro 1. Oui, alors les superlatifs viennent vite à manquer quand on parle de Victor, évidemment. Et alors moi, assez égoïstement, j'aimerais bien qu'il soit drafté sur la côte Est, donc à Détroit, qui est une franchise historique, avec notamment parce que... Par exemple, et puis ça nous permettrait de voir les matchs à 1h du matin et non pas à 4h. Donc c'est très égoïste comme réflexion. C'était la question que je voulais qu'on se pose. Effectivement, il y a plusieurs destinations possibles. Les Spurs, quand même, pour la filiation un petit peu internationale, Ginobili, bien sûr Tony Parker. Alors, cette histoire-là, on la voit venir gros comme une maison, évidemment. Un coach. Mais tu sais quoi, moi, je suis contre cette idée-là. Moi, je trouve que Victor mérite d'écrire sa propre histoire, en fait. Ouais. Et évidemment que s'il atterrit à San Antonio, on va faire le parallèle tout de suite avec Tony, c'est logique.
logique. San Antonio, c'est Tony. Et moi, je trouve que Victor mérite d'écrire son histoire, qu'il ait son propre truc à vivre. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, après on verra. Hein. S'il est à San Antonio, il aura Pop, ce sera très bien. Il fait chaud là-bas, je serais content d'aller le voir. Et voilà. Bon, Détroit, pour l'instant, il n'y a pas de coach. J'ai pas vu l'info sortir. Du côté de Rockets, c'est Ime Udoka qui vient d'être nommé. Puis San Antonio, Greg Popovich. Donc après, voilà, il y a quand même des coachs référencés. Ça va. Ime Udoka, pas trop référencé, mais un coach qui est prometteur. Voilà, prometteur, qui allait en finale NBA avec les Celtics. Voilà ce qu'on pouvait dire sur nos Français. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, Sidi Sissoko, Ryan Rupert, hein, le fils de et le frère de Iliana. Très, très grosse famille de sport. On va essayer aussi de suivre un petit peu leur évolution. Et puis, je crois que Ryan est quand même annoncé draftable, très très haut. Top 10, ouais, premier tour garanti, lottery pick probable et éventuel top 10 même, donc très haut. Ouais. Bon, très bien. Surveillons tout ça, on continue à parler français et équipe de France, puisque c'est sorti il y a quelques jours. Tony Parker va être honoré par la Fédération française de basket, puisqu'il va être le premier joueur de l'histoire de cette fédération à avoir son maillot retiré. Ça devrait avoir lieu en juillet 2024. Je vais y arriver. Qu'est-ce que ça dit encore de la légende de Tony Parker quand on voit qu'il y a encore des éloges et surtout le maillot qui va être retiré, sachant que ça n'a jamais été fait dans l'histoire? Ça dit que ça réfléchit bien, je trouve, à la Fédé. C'est important de faire vivre ces légendes, et on n'a pas plus grande légende que Tony Parker dans le basket en France. Faire quelque chose qui n'a jamais été fait pour quelqu'un qui a fait des choses qui n'ont jamais été faites avant, bah, ça a du sens. Moi, je trouve ça bien. Je trouve que c'est bien la seule personne qui le mérite. Ils veulent faire un match de gala, ça parle d'un éventuel France-USA avant les JO, etc., de préparation. Ce serait une occasion parfaite. Écoute, je n'en pense que du bien. On sait que les Américains aiment célébrer, aiment justement rappeler à la mémoire de tout un public les faits réalisés par leurs propres joueurs. On passe à Bill Russell, qui est sur le maillot NBA, là, suite à son décès. Que la Fédération française honore Tony Parker de cette façon-là, ça donne quand même aussi envie un petit peu à tous les joueurs de se dire que voilà, je joue pour mon pays et je vais être récompensé, honoré si je produis des choses intéressantes. Oui, c'est vrai. Et puis bon, là, c'est une équipe nationale. D'habitude, on est plutôt habitué à avoir des maillots retirés en club. Ça serait encore une fois une première, mais c'est vrai que Tony est tellement emblématique du basket français que c'est un très bel hommage. Après, est-ce que d'autres vont suivre? Est-ce que Victor, après, aura le sien? Bon, ça, l'avenir nous le dira, mais bon. Les numéros vont peut-être venir à manquer à un moment, si on retire tous les maillots. Oui, à un moment donné, il va falloir trouver peut-être 3 chiffres. Et bon, ça va de 0 à 99, normalement. Il y en a un, on a quoi venir pour l'instant. On a un peu le temps, effectivement. Allez, un dernier mot sur un autre joueur français, et pas des moindres, Mike Djellabal, qui a été coéquipier de Tony Parker en équipe de France. On a appris les soucis de santé de Mike récemment. On voulait, à travers cette émission, lui adresser tous nos soutiens, et puis en espérant qu'il puisse être de nouveau sur pied, être de nouveau un basketteur et pouvoir nous régaler encore de ses actions. Mike Djellabal passé par l'NBA, du côté Seattle de Seattle Supersonics, une équipe qui n'existe plus, passé aussi par Minnesota et ensuite le Real Madrid. Je crois qu'il y a eu des petites choses comme ça. Un mot avec toi, Rémi, tu as sûrement côtoyé, tu connais aussi Mike Djellabal sur ce qui lui arrive là. C'est un super mec, Mike, et ça me fait mal au cœur d'apprendre ça. C'est un mec que j'ai connu à Los Angeles. Moi, il avait fait, après ses blessures à Seattle, il avait fait un training camp avec les Lakers en 2009, l'année où je suis à Los Angeles. Et du coup, on s'était rencontrés là-bas, on avait sympathisé, tissé des liens. Et j'ai découvert un super mec. Et je l'ai retrouvé l'année dernière. Il joue à Chalon, en Pro B, Chalon-sur-Saône. Et j'ai eu la chance de passer en dédicace de mon premier bouquin. Et du coup, on a passé du temps ensemble. On a rigolé. Et dans ce bouquin, si vous le regardez dans le guide USA, et sur la partie Seattle, c'est lui mon témoin. C'est lui qui me parle de Seattle, qui me raconte ses souvenirs, sa ville, ses restos préférés de l'époque, etc. Et donc c'est un mec que moi je place très haut dans mon estime et avec qui j'ai des liens assez forts. Donc t'as raison, on lui envoie tout notre soutien, on pense à lui. Mike, des bisous, remets-toi vite et on a hâte de te revoir sur les parquets, quoi. Il n'y a pas meilleure conclusion. Passe décisive, le bouquin t'en parlait, on va en parler justement avec toi dans l'ITV décalé. Rémi, tu es l'une des voix du basket et des sports US sur Beansport. On t'écoute et on se délecte de t'écouter et d'écouter tes collègues depuis des années. Mais tu n'es pas seulement qu'une voix, tu es aussi une plume. Maintenant, deuxième bouquin, Road Trip NBA, a un petit frère, le guide USA. Moi, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu d'abord sur
sur ton parcours avant d'arriver jusqu'au livre. Tu parlais justement de tes attaches avec les États-Unis et notamment avec la côte ouest des États-Unis, parce que tu y as vécu du côté de Los Angeles. On peut le dire. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu es français, tu parles français, comment tu as transité vers les États-Unis? Je suis même bien français, hein, Rémi Reverchon, tu vois, ça sonne bien français, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Écoute, moi, c'est un amour qui s'est développé par le basket, évidemment. J'ai grandi du côté de La Rochelle, j'ai joué au basket là-bas. À l'époque où je fais Minime France, Cadet France. Quand je suis en Cadet France, il y a un joueur de l'équipe de N2 dont je fais les entraînements qui arrive des États-Unis. Il arrivait de NCAA vers Memphis. Enfin bref, c'était un mec, moi, il me faisait rêver, il me racontait ses aventures et tout. Wade Evans, il s'appelait ce gars-là. Et du coup, je suivais un peu sa vie. Il me racontait, je lui disais, mais raconte-moi la NCAA, comment ça marche et tout. Ça me rendait ouf. Donc j'étais dingue de ce pays. Depuis tout jeune, je voulais m'acheter mes petites paires de chaussures dès que je pouvais. Ça coûtait cher à l'époque, c'était compliqué, mais bon, je me démerdais. Je merdais mes parents avec ça constamment et tout. Donc voilà, je développe cet amour pour le pays. Et mon premier contact, la première chance que j'ai, c'est que je fais une école de journalisme à Tours qui me permet, sur ma dernière année, de partir par échange dans le Colorado. Et je me retrouve dans une petite fac au fin fond du Colorado, une fac qui s'appelle la University of Northern Colorado, dont personne n'a jamais entendu parler. C'est une D1 NCAA, mais toute petite. Et je passe un an sur le campus ricain. Et là, je découvre cette vie fantastique. Je vis dans une maison avec 4 ricains. On fait la fête tout le temps, on va un petit peu en cours. Je me retrouve à écrire pour le journal de la fac. Je vais au basket dans la salle de sport qui est ouverte H24 tous les jours. Monde incroyable, quoi. Incroyable. Tu vois, je découvre cette vie là de campus ricain, les grandes allées, l'herbe partout, les grands bâtiments en briques magnifiques et tout. Et je tombe amoureux. Voilà, je tombe amoureux de ce pays. Et des Denver Broncos aussi. Et des Denver Broncos du coup, parce que je me retrouve dans l'état des Broncos. Et je vais voir mes premiers matchs NBA chez les Nuggets, ce qui était à l'époque le Pepsi Center, qui est la Ball Arena d'aujourd'hui. Et donc voilà, je tombe amoureux de ce pays. Je kiffe tout ce qu'il est capable de faire dans le bien comme dans le moins bien, sa culture du sport, la façon de chill des gens de vivre, ses grands espaces. C'est un pays qui a des grands espaces dans le Colorado magnifiques, vraiment splendides. Et puis j'ai repassé 3 ans par la suite pour le boulot à Los Angeles. Et puis depuis 10 ans sur Bein, j'y retourne 2-3 fois par an pour le boulot. Et voilà, j'ai développé un lien fort avec ce pays. Je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Via ton métier et via tes expériences donc humaines et de terrain, tu as voulu documenter du coup tes divers passages aux États-Unis. On parle de ce livre-là, mais donc c'est le petit frère d'un premier livre qui s'appelle Road Trip NBA, qui a été vendu quand même à 25 000 exemplaires. Comment est venue l'idée justement de documenter tes expériences américaines? Et puis pour nous qui sommes un peu aussi journalistes, comment la structure de ce projet est née? Alors le premier bouquin, donc c'était un bouquin dans lequel en fait j'ai choisi de pitcher cette idée à mon éditeur qui s'appelle Amphora, de raconter le basket différemment. Je voulais pas être le 1000e bouquin de basket qui raconte l'histoire du basket ou d'un joueur ou voilà, d'une équipe. Et donc moi ce que j'aime c'est le pays. J'aime sa culture, j'aime sa musique, j'aime sa bouffe, j'aime son sport, j'aime tout ça. Et donc je me suis dit, je vais raconter ville par ville, ça va être ça mon concept, ce qu'on vit dans chaque ville. Quand tu vas à Memphis, quand tu vas à Denver, quand tu vas à Minneapolis, l'idole là-bas, c'est Prince. Tu vas écouter du Prince. Quand tu vas à Dallas, tu vas bouffer du barbecue. Quand tu vas à Los Angeles, tu vas écouter Dr. Dre en allant à Venice Beach, tu vois. Et j'ai décidé de raconter tout ça en prenant bien sûr comme point d'ancrage les clubs de basket. Donc c'est toutes les villes de basket. Et dans celui-là, le deuxième, le guide USA là, que tu as entre les mains, la deuxième version, c'est un vrai guide de voyage dans lequel je mets toutes mes adresses, mes bons plans, les restos, où s'acheter sa paire de sneakers, quel sport voir aussi, parce que le basket, on connaît. Tu vas à Miami, tu vas voir le Heat, c'est très bien. Mais tu vas peut-être avoir envie d'aller voir les Hurricanes en NCAA qui ont une fac incroyable aussi, tu vois. Donc voilà, je donne tous mes bons plans comme ça. Petite question pour Rémi, peut-être? Oui, alors est-ce que tu confirmes, comme certains journalistes sportifs le disent, qui écrivent des bouquins, que ça ne rend pas millionnaire finalement d'écrire des livres? Ah oui. Alors j'ai découvert avec une profonde tristesse que tu avais beau faire un carton et vendre beaucoup de bouquins, que ça ne te rapporte pas grand-chose en fait. Et donc chapeau aux Marc Lévy et compagnie qui arrivent à faire beaucoup d'argent avec les bouquins, parce que c'est pas facile. Je pense que c'est comme, toutes les échelles, proportions gardées évidemment, mais c'est comme dans le milieu de la musique je crois en fait. À moins d'être Orelsan ou Maître Gims et de streamer des millions de titres, c'est dur d'en vivre. Et dans le bouquin, je me rends compte que si vous voulez faire fortune, c'est pas le meilleur domaine dans lequel se diriger. C'est avant tout une passion, fortune intérieure, c'est une richesse intérieure, évidemment. Que tu restitues du coup à travers ton ouvrage. L'idée, c'est de partager ça. En fait, j'ai écrit le guide que j'aurais aimé avoir. Tu sais, premier gros voyage que je fais aux States avec des potes, j'ai 19 ans et on part en Floride. On était 4 débiles, on connaissait rien au pays. On s'est dit, on va aller à Miami. Tu sais, Miami, ça nous est rêvé et tout. Et on s'est retrouvés dans ce pays à faire n'importe quoi, aller dans les magasins. C'était génial, un super souvenir. Mais j'aurais peut-être aimé être guidé un petit peu, tu vois. Un peu plus cadré. Ouais. Et donc voilà, là, les bonnes adresses. Si vous partez aux États-Unis, voilà, ça doit devenir votre Bible. C'est ça l'idée, quoi.
Les Lakers, Ouais, Los Angeles, Ma cette passion. ville qui t'est chère. bah, j'y ai vécu 3 ans. Ça crée des liens, ouais. Dis-nous tout un peu cette expérience et surtout comment tu arrives à ancrer un petit peu les Lakers dans cette ville qui a les Chargers de Los Angeles avec elle et qui a aussi les Dodgers quand même. Et puis bien sûr les Clippers. Alors, moi, donc, j'ai passé 3 ans là-bas, 2009-2012 pour le boulot. Ouais. J'étais correspondant de Canal+. À l'époque, il y avait la NBA, de BFM TV pour les news. Enfin, je faisais plein de trucs. Ok. Et je me retrouve donc à couvrir les Lakers, les Clippers au quotidien, quoi. Une chance incroyable, tu vois. Je me retrouve à aller au ce qui était le Staples Center à l'époque, à être assis sur le parquet avec les photographes, avec toutes les restas que vous voyez du Staples Center, avec Jack Nicholson à 3 mètres, avec Jay-Z et Beyoncé juste là, avec Léo DiCaprio juste derrière moi. Enfin, c'était incroyable. T'imagines l'expérience folle que j'ai vécue, quoi. Et avec surtout Kobe en train de jouer devant moi. Donc, expérience mémorable. Los Angeles, c'est Lakers Town. C'est Lakers Town. Pas de Dodgers. Il y a les Dodgers qui ont une influence forte quand même parce que le baseball, mais c'est un sport d'été mais qui est fort. Mais le foot US vient de revenir très récemment avec 2 équipes, avec les Rams et les Chargers. Donc la fanbase n'est pas encore implantée. Les Clippers, on peut dire ce qu'on veut, ils ont du mal à se développer leur fanbase et Los Angeles reste Lakers Town. C'est la ville des Lakers. Le Showtime, Magic, à l'époque Karim, les années 80, Jerry Buss qui ont fait renaître cette franchise là-bas et tout. Ça a marqué tellement cette ville que je t'assure, quand tu te balades dans la ville, tu vois partout aux fenêtres des drapeaux des Lakers et compagnie. Même moi, dans les dernières années, là, quand ils étaient catastrophiques, qu'ils ne faisaient pas les playoffs, les années post-Kobe et tout ça, C'était toujours la hype des Lakers c'est- dans Los Angeles. ça a toujours coûté plus cher d'aller voir un match des Lakers que les Clippers. Bon, Tu vois ça explique un petit peu tout ça. Alors voilà. Justement, tu me parlais de la période un petit peu Shaq, Kobe, voire même le Showtime avec Magic. Quelle période des Lakers t'as préférée pour le coup? Est-ce que tu es celle de Karim Magic, donc le Showtime? Est-ce que tu es Kobe, Shaq, le three-peat là, dans les années 2000, début des années 2000? Ou est-ce que tu es Kobe et Pau Gasol, pardon, en fin de carrière de Kobe? Alors, Magic, Karim, Showtime, je suis trop jeune. Moi, je suis dans 85, je ne l'ai pas vécu. Ok. Même si j'ai revu des trucs fantastiques, je ne l'ai pas vécu en live. Ok. Je découvre le basket, je disais tout à l'heure à Paul, en 96, 17, 18. Je tombe amoureux de 3 joueurs. Allen Iverson, rien à voir avec les Lakers, Kobe et Shaq. Donc tu vois déjà, il y a cette période forte. Et donc moi, c'est le moment où ça me fait le plus kiffer. J'ai beau avoir vécu en live la partie Kobe-Pau, je crois que moi, l'équipe qui m'a construit en termes d'amour basket, c'est le three-peat des Lakers des débuts des années 2000. 2000, oui. Ah, Avec Mark Shaq Madsen. régnant. Ouais, Mad Dog qui était là. Non, mais il y avait tellement de monde là-dedans. Robert Torrey, Derek Fisher, Devin George, tous ces mecs-là, moi, c'est des souvenirs fous, quoi. Devin George. Le fan des Lakers partage un peu la vie de... Tout à fait. Alors moi, je suis un peu plus âgé, donc c'était plutôt la période d'avant. Comme je Ouais. disais, c'est Magic qui m'a fait aimer le basket. Et Ouais. puis j'ai aussi beaucoup aimé l'époque de Nick Van Exel et Dee Jones. Ouh, Nick Van Exel. Voilà, les vaches maigres un peu pour les Angelenos de l'époque. Mais évidemment, hein, c'est la plus belle franchise. Tu me le disais aussi, je crois, tout à l'heure, hein, de la NBA. Non, Non, c'est non. pas ça que tu... Non, d'accord. Non, non. Donc, C'est non, une non. mais- franchise habillée en vert. Ah oui, d'accord. Donc oui, et puis comme on disait aussi, on espère que ça va se poursuivre et on rêve tous d'une revanche, d'une finale encore, une énième finale Lakers-Celtics, pourquoi pas, mais bon. Cette année-là, ce serait beau. Hein. Le guide USA aux éditions Amphora commence par une map et pas mal d'éléments liés aux Celtics. Eh ben alors, c'est un road trip géographique. Et donc, comme tous les enfants qui gardent le dessert pour la fin, je me suis gardé Los Angeles pour la fin. Du coup, eh ben, tu prends la carte des États-Unis, tu commences au nord-est à Boston, tu fais le tour du pays et tu finis à Los Angeles. Donc oui, ça commence à Boston. Bizarre pour un Angelino, je sais, mais c'est comme ça. Tu disais que tu avais donc été proche du terrain, échangé aussi avec des locaux, avec des joueurs qui étaient passés dans certaines villes. Quand tu as voulu justement rassembler un petit peu tout ça, tu avais aussi pris des notes à chaque fois que tu allais sur le terrain. On sait que tu fais beaucoup de finales NBA, etc. Comment tu as pu un peu ramener toute la source de tes informations dans un même livre? Gros travail de mémoire, de retravailler sur mes souvenirs, de plonger dans mes albums photos, c'est con à dire, mais ça rappelle plein de souvenirs et c'était sympa à faire, tu vois, mais ça prend du temps. Et puis surtout pour chaque ville, comme je m'estimais pas compétent sur toutes les villes, eh ben j'ai un témoin, ce que j'appelle un témoin, qui est un joueur NBA, un artiste, un journaliste. J'ai eu des mecs, j'ai eu Terrell Owens, une star de la NFL, qui me raconte Philadelphie, qui a vécu quelque part et qui me raconte sa ville. Ça me semblait plus légitime. Sur cette nouvelle édition où j'ai rajouté Las Vegas, par exemple, qui est une potentielle future ville NBA, et ben j'ai parlé avec Chelsea Gray, qui est la star des Aces en WNBA, qui était MVP des Finals WNBA l'été dernier. Adorable, elle m'a donné ses adresses. Moi, je vais bouffer dans tel resto. Quand je veux célébrer, je vais là. Avec ma femme, on va là
à tel resto quand on veut être tranquille le week-end. Enfin voilà, du coup j'ai ces adresses-là. D'accord, ok. Oui, parce que ça donne envie de voyager, mais ça donne envie de manger. Surtout, C'est le problème. Alors je suis désolé, je prends pas soin de votre cholestérol. Le summer body, je suis pas responsable, les gars. Non. Non. Pourtant, fan de CrossFit. Oui, mais parce que j'aime tant manger. Je me dis que si je fais pas de crossfit à côté, ça va être une catastrophe. Donc voilà. Bon, allez, encore quelques questions avec toi et une question un peu liée à un événement tragique, le décès de Kobe Bryant. Yes. On se souvient de toi, justement, à l'antenne, quand tu apprends la nouvelle et que tu nous la restitues. Personnellement, c'est comme ça que je l'ai appris. Je ne sais pas si c'est agréable de te replonger dans ce moment-là de ta carrière, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu sommairement comment l'info arrive et comment tu arrives à l'ingérer, à la restituer face à nous? Alors c'est un moment marquant, peut-être le moment le plus marquant de ma carrière pro. En fait, moi le truc, pour les gens qui ne savent pas, je présente une émission qui s'appelle le Sunday Night Live, qui est le dimanche soir à 21h, tous les dimanches soirs à 21h. Et donc là, on est si je ne dis pas de conneries, le 24 janvier 2020, c'est juste avant le Covid. Juste avant le Covid, ouais. C'est ça. Il y a le match NBA à Paris, le Bucks Hornets. Oui. C'est notre grand événement de l'année à Bein, on avait une grosse pression là-dessus. Le match se passe, on fait je pense une belle antenne, ça se passe bien, on sort du truc, on souffle tous un peu toute l'équipe, tu vois. Arrive le dimanche, on se dit ça va être une émission un peu à la cool, on faisait émission autour de je sais plus quel match, on avait prévu des reportages, on faisait un retour sur le match du week-end, etc. Tout va bien. Antenne à 21h, il est 20h45, juste avant l'antenne, et comme on fait en télé, je suis en cabine de maquillage, là je suis en train de me faire maquiller pour l'antenne. Et c'est là que j'apprends la news, moi. Comme tout le monde, sur mon téléphone, Twitter qui prend feu, et je vois passer le truc, comme tout le monde au début, j'y crois pas, je dis mais c'est quoi cette connerie et tout. Tu vois, la première phase du deuil, le déni, quoi. Mais non, mais c'est un fake, ça marche pas. Puis bon, les infos se confirment et on apprend que Kobe Bryant est bien décédé. Et à partir de là, tout va très vite, parce qu'un quart d'heure après, on est à l'antenne. Parce que moi, on a beau être journaliste et tout, en bon fan ou être humain comme tu veux, je m'effondre un peu de mon côté. Et c'est Xavier Vaution, qui est le responsable basket à Bein, qui m'écrit, qui me dit est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce qu'on fait l'émission, tu vois? Et il me donne le choix, ce qui est plutôt digne de sa part. Et moi, je suis en pleurs comme une merde à ce moment-là. Et je me dis, oui, il faut le faire, de toute façon, on y va, tu vois. Et donc, on prend l'antenne. Et donc, j'étais avec Xav, Chris Singleton et Eric Mikou qui sont dans le canapé avec moi, qui présentent. Et je me souviens de ce moment, on prend l'antenne, il est 21h et on décide de tout casser, le conduct. Là, tout ce qu'on avait fait, on le met à la poubelle. Et on prend l'antenne et je me souviens de dire bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission. Et on est le dimanche 26 du coup janvier, si je dis pas de conneries, 2020. Et on vient d'apprendre une terrible nouvelle. Sachez que Kobe Bryant est décédé dans un accident tragique. Et là, je me souviens que ma voix déraille et je peux plus. Et je dis Xav, et il est bon Xav, il prend la main, il prend la suite, tu vois, il commence à enchaîner. Parce que moi là, tu vois, j'ai des c'est moments forts quoi. Mais après, on a gardé l'antenne pendant 3 heures et il y a plein de gens comme toi qui sont venus nous voir. Et il y a des gens qui m'ont écrit après, qui m'ont dit c'est cool parce qu'au moins ce soir-là, on se sentait un peu moins seul. On sentait qu'on partageait le truc et tout. Ça a réuni un peu la communauté un moment fort, autour de ça. Bon, merci d'avoir compté ça. C'est vrai que ça nous a tous un peu touchés. Ça continue d'ailleurs d'être le cas. On va finir cette interview en revenant un petit peu sur le bouquin. Yes. Donc aux éditions Amphora, le guide USA. Donc c'est déjà disponible, hein, c'est ça? C'est sorti le 20 avril. Sorti exactement le 20 avril, une grosse semaine maintenant. Et voilà, mon deuxième bébé. Ok. Il y a un troisième bébé en cours? Non, laissez-moi tranquille. Non, ça demande. C'est une telle charge de taf, en vrai. Ouais. Bon, je disais ça après le premier aussi. Je disais, non, c'est mort, laissez-moi tranquille. Puis 6 mois après, j'en ai créé un deuxième. Donc on verra. Dans 6 mois, je vous raconterai que j'en ai créé un troisième. Mais non, pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, profitons de celui-là. Et puis on verra peut-être ensuite. Voilà, je le montre à l'antenne. On va continuer à parler de ton bouquin dans la chronique fraîche d'Emeric Parker. Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique fraîche. Ça y est, les Knicks sont enfin en play-off. La fusion du Garden se déverse dans les rues de Manhattan. Alors même s'il fait encore un peu froid à la fin du mois d'avril, en ce moment ici à New York, ce soir c'est match 5. Les Knicks sont à Cleveland et je suis allé dans le West Village pour aller voir un petit peu, demander aux fans ce qu'ils en pensent, pourquoi les Knicks sont aussi importants ici et qu'est-ce que ça représente pour eux. On y va. When it comes to the boom bap, nothing less or more, keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinion's a fact when I prove that. When it comes to the boom bap, nothing less or more, keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinion's a fact when I prove that. Bon, quand tu passes dans le Greenwich Village, sur West 4th Street, la 4e rue, c'est The Cage, ce terrain mythique, un peu la deuxième mecque après le Rucker Park ici à New York, où on s'accroche à la cage pour regarder les gens jouer.
Alors les matchs sont souvent plutôt l'été et toute l'année ça joue, même si je dois avouer que les tournois d'été sont quand même beaucoup plus flatteurs au niveau du respect du jeu et des fondamentaux. On ne rend pas compte, hein, ça fait 10 ans que les Knicks n'ont pas gagné une série de playoffs, mais je te garantis qu'ici toute la ville ne jure que par le basket, que ce soit le Rucker Park ou je te disais ici The Cage, c'est vraiment un endroit mythique que tout basketteur se doit de fouler. What does the Knicks represent to you or the city? It's New York City. That's it. It's Patrick Ewing. Let's take it back to the 80s. 90s, the real battles. So they're about to win maybe the first series in 10 years. So are you like ecstatic or what's your feelings? Ecstatic, très bien. Oui, merci. If the Knicks win the championship, it's going to be a state of emergency. Oh yeah? They're going to burn this place down. Woo! And why New York is the mecca of basketball? Because this is where basketball is. Look, you see it on the playground. It's the passion, the love. That's Knicks ground It's too. all basketball. It's the mecca. It's where all the dreams begin. This is where you want to play. So what about the Knicks? Do you think they can go all the way? Well, we hope. You know what I mean? New York was always hopeful, man. Yeah. The underground, The grit. the dogs, we here. Yeah. Always taking over NY all day, baby. You know what it is. And quick question to my French friend. Oui. What about Evan Fournier? What do you think he's not playing anymore? I don't know. He's collecting big money. That's why. He sit on the bench. He's That's what they getting do in that basketball. He needs to go to the Champs-Élysées. Hey, 20 million and I'm on the bench? What am I mad for? Tell him, crazy I'll hard be in my Champs-Élysées. socks. Get yourself a salmon. Yeah. Smoke something nice. Get a glass of white wine. Sit under the Louvre. Him and go Derrick to the Rose are Louvre getting $20 million and enjoy it each. because the Knicks gonna win this game. And we go to playoffs. Now, I hope we make it to the rest. Playoffs is for sure. Yeah, long live New York. I appreciate you guys. Thank you very much. Thank you and go Knicks. Go Knicks. Go Knicks. I know they struggled shooting, but then just two terrific performances at Madison Square Garden, including Steph. As the hot hand, one of the officials called the double dribble. Mesdames et messieurs, boys and girls, bienvenue au Hoop Boss, the Ultimate Basketball Traveling Machine. C'est la machine ultime du basket. On va de ville en ville, de cité en cité. Et ça se passe comme ça ici. C'est le Hoop Boss Square Garden, comme vous voyez, c'est le plancher. Comme vous voyez, Square Garden, regardez le ceiling. Oh, whitmeal, nice and soft. Inside grâce à Emric Parker. Merci beaucoup pour ces images, Emric. Voilà, un bus comme ça dans les rues de Paris, ça nous irait. Hein. Ah bah oui, complètement. On y va tout de suite. On va militer pour ça. On va reprendre justement le cours de notre échange avec Rémi, qui a forcément documenté Big Apple dans son guide USA aux éditions Amphora. Bon, là, on a quelques images. J'imagine que tu en as aussi. Rucker Park. J'ai vu aussi dans le bouquin qu'il y avait aussi une liste, une tracklist, donc par rapport à tous les rappeurs ou tous les chanteurs qui ont voilà, grandi dans la culture new-yorkaise. On pense à Nas, on pense à Jay-Z, on pense à Grandmaster Flash également. Donc on a tout quand même dans ce bouquin. La culture justement new-yorkaise à travers le basket, comment toi tu la vois? Est-ce que c'est vraiment la mecque du basket New York?
Alors c'est une bonne question et c'est une question que je me posais pour écrire ce bouquin et que j'ai posé à un mec qui bosse pour ESPN, qui est un vrai New-Yorkais qui s'appelle Frank Isola, que vous voyez peut-être quand vous regardez quelques émissions sur ESPN. C'est le cliché du New-Yorkais, c'est le mec des Sopranos, c'est un Italien d'origine, tu sais, un brun gominé un petit peu, tout ça, il est marrant. Et il a cet accent new-yorkais, il est fier de sa ville et tout. Et il me disait, c'est marrant et c'est vrai, parce que New York, c'est la mecque du basket, très bien. C'est là où on apprend la grinta, machin, sur les playgrounds, etc., très bien. Mais il me dit, regarde, aujourd'hui, fais ton classement des meilleurs joueurs en NBA et descends un par un. Et dis-moi à quel rang tu trouves un New-Yorkais. Il faut descendre bas en fait. Déjà, tu as tous les internationaux, Giannis, Jokic, Doncic, etc. Durant, il est de Washington. Je veux dire, avant de trouver... Allez, le premier semi-New-Yorkais, c'est peut-être Kyrie Irving, et il vient du New Jersey, il n'est pas vraiment New-Yorkais. Donc, il y a débat en ce moment aux États-Unis sur est-ce que New York produit toujours autant de bons basketteurs que par le passé. Désormais, tu as le Texas qui sort beaucoup de basketteurs, tu as la Floride qui sort beaucoup de basketteurs, tu as plein de bastions comme ça qui sortent du basketteur, et New York, peut-être un peu moins. Est-ce que finalement on n'est pas sur une hype un peu liée à la communauté avec toute la dimension historique, playground, etc. Plus que sur des faits. Il y a évidemment le Rucker qui est une institution, même Kobe y allait. C'est juste incroyable. Il faut y aller quand tu vas à New York. Il faut vraiment aller au Rucker Park, quoi. Et puis comme tu dis, c'est vrai que les joueurs new-yorkais sont de moins en moins nombreux. Le dernier un peu référencé, c'est Lance Stephenson. Bon, voilà. Tu vois, c'est pas un top joueur non plus, et ça remonte un peu, quoi. Parcours un peu compliqué, quoi. Mais c'est vrai que New York et le basket, ça reste une grande histoire d'amour. Et là, on le voit, ils ont bloqué la 7e avenue l'autre fois. C'est juste incroyable, la ferveur qu'ils ont. C'est juste fou. Bon, on va parler justement de New York, puisque ça se passe pas, même très bien, sur le terrain du Madison Square Garden, puisque l'équipe vient de se qualifier en play-off, en demi-finale de conf. On en parle dans le focus de la semaine. On l'a pas fait de l'année, les Knicks sont au programme de hype. On se posait la question de savoir si en saison régulière, si les bons résultats allaient perdurer dans la saison. Ça a perduré. Est-ce qu'ils allaient se qualifier en play-off ? Qualifiés direct. Est-ce qu'ils allaient passer ce premier tour face à une équipe qui était un peu leur équivalent, les Cleveland Cavaliers. Et donc c'est passé 4-1. Donc non seulement c'est passé, mais il y a eu la manière. On se reprojette un petit peu aussi dans les saisons de Tom Thibodeau, qui n'étaient pas forcément des saisons les plus hype possibles. Mais sa méthode fait ses preuves, les joueurs le suivent, et ça donne justement cette qualification au deuxième tour des playoffs. Rémi, est-ce que tu sentais les Knicks déjà, début de saison, arriver jusque-là et encore plus mieux passer ce tour? Non, je vais être honnête, non, j'aimerais te dire oui, mais franchement non. Je croyais peu en ce feat incroyable qu'est celui de Jalen Brunson. Ça marche incroyablement bien. Moi, je pensais qu'ils avaient encore surpayé un joueur qui allait décevoir. Je me suis bien trompé, tu vois, donc mea culpa là-dessus. Même au début de cette série face à Cleveland, il y a une belle hype New York, mais je donne du respect à Cleveland, à la belle saison qu'ils font, à la construction d'équipes jeunes qui sont en train de monter, à leur défense dure. Et je me dis que Cleveland va passer, tu vois. Donc chapeau à eux, ils ont sorti une très belle équipe de Cleveland, qui a déçu, mais ils ont réussi à la faire décevoir, tu vois ce que je veux dire. Et c'est une équipe qui prouve des trucs, qui a totalement, je trouve, l'ADN qui peut plaire à ce Garden, où tu vois, ça maintient Cleveland à moins de 100 points, où ça va se battre un petit peu. Ça fait pas des matchs à 128 partout, c'est pas les Warriors. L'ADN coach Thibodeau, quoi. Complet. Et ça, à New York, ils aiment tellement ça que ça marche. Alors bien sûr, il faut gagner, mais tu gagnes de cette façon-là. T'as tout pour conquérir le cœur des New-Yorkais. Maintenant, je suis curieux de voir ce qui va se passer face à Miami. Imagine une seconde. Moi, je sais pas qui est favori dans cette série. J'ai du mal à me décider, tu vois. Mais imaginons que New York passe. Imaginez, finale de conf pour New York. Ça va être dingue. Mettons Miami dans la conversation globale. On va se faire un petit fourre-tout ensemble. Miami aussi qui passe et qui sort l'un des favoris assumés pour les finales NBA, voire plus l'équipe de Giannis Antetokounmpo et des Bucks. Donc Miami sera opposé à New York. Ça rappelle aussi les années 90 pour ceux qui ont suivi un petit peu Alonzo Mourning, Patrick Ewing. Le plancher et le plafond de cette équipe des Knicks. Est-ce qu'ils ne vont pas taper un peu dans le mur là, quand ils vont rencontrer une équipe J'ai peur de ça face à Miami. Je pense que le gros atout des Knicks là, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est Josh Hart, qu'on connaît bien chez les Purple and Gold. Je trouve qu'il apporte vraiment une âme et il est tellement proche de Brunson. Ils étaient ensemble à l'université. C'est vraiment un duo. Il faut regarder leurs conférences de presse. À chaque fois, c'est vraiment ils ont l'air d'être potes les deux. Un bon délire. Et je pense que puis il y a aussi Quickly aussi, qui est en sortie de banc, qui était nommé parmi les meilleurs 6e hommes. Donc je
pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais Miami, Jimmy, playoff Jimmy, Butler, là, je ne sais pas si... Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Alors justement, ouvrons aussi Miami, 4-1, Jimmy Butler incandescent. De toute façon, quand il passe le cap des playoffs, il déçoit jamais. Est-ce qu'il ne va pas être un peu seul? Moi, je le vois souvent finir en fin de match carbo, quoi. Il peut marcher, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'il arrête cet homme-là en ce moment? Moi, j'en sais rien. Hein. Tu vois, il nous a habitué à tellement à élever son niveau dans les moments qui comptent, mais d'année en année, hein, que moi, je lui mets plus de limite sur une période comme en ce moment, quoi. Déception cette année, il n'est pas All-Star. Miami, c'est un jour oui, un jour non. Ça a du mal à construire et tout. On se demande où ça va. Ça fait un play-in border. Hein. Oui, parce qu'ils perdent le premier match contre les Hawks. Hein. Ils ont failli sortir. Hein. Si Chicago s'en sort un peu mieux, ils sortent. Donc voilà. Et là, depuis 3 matchs, c'est Michael Jordan. Hein, Jimmy Butler, il est fou. C'est vrai. Écoute, moi aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le joueur ultime des playoffs, Jimmy Butler. Ouais. Le joueur ultime, devant Kevin Durant, devant qui tu veux. Donc pourquoi ça s'arrêterait, quoi? Voilà, c'est peut-être pour ça que je vais encore me tromper dans mes pronos, mais que je vais mettre une demi-tête d'avance à Miami dans mes pronos face à New York, quoi. Pour lui. Je te rassure, on s'est tous nous plantés. Oui. On n'avait pas vu les Bucks sortir aussitôt. On peut en parler des Bucks de Giannis Antetokounmpo qui a fait une sortie dans la presse. Et je sais que Rémi a retweeté ou a commenté. On n'a pas l'élément, mais Giannis Antetokounmpo pense que son équipe était plutôt dans une projection et qu'il ne fallait pas forcément l'attendre comme une équipe favorite. Donc lui, il ne se voit pas en fait cette défaite comme un échec, là où d'autres peuvent un peu remettre ça en question. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ça a beaucoup fait parler ce discours. Alors oui, il est très franc, très honnête, c'est Giannis qu'on aime, mais après il commence son intervention par dire c'est une mauvaise question. Moi je ne suis pas d'accord, c'est pas une mauvaise question. Enfin, on doit se poser la question. D'ailleurs, Bud, son coach Mike Budenholzer, a dit que c'était une bonne question. Parce alors, échec ou pas alors? Évidemment que c'est un échec. Quand t'es le gros favori, tu as un effectif aussi complet, aussi profond et que tu te fais éliminer par le 8e au premier tour, je suis désolé, tu ne peux pas parler d'autre chose que d'un échec. Échec, Rémi? Moi, alors, pour avoir vu la séquence 1000 fois déjà, et je pense qu'il faut remettre dans le contexte, la conf de presse, elle arrive une demi-heure après une défaite terrible pour Giannis et les Bucks. Le mec se présente là et se prend cette question. Et je trouve qu'il fait preuve de beaucoup de recul et de profondeur dans sa réponse. Et je trouve ça très bien. C'est un mec hyper intelligent, Giannis. Moi, j'ai eu la chance de l'interviewer en début d'année à Abu Dhabi. Et je vous assure, c'est un mec qui est posé, qui est malin, qui réfléchit tout ce qu'il dit. Et c'est intéressant de l'entendre discuter. Et je trouve que sa réponse, elle est intéressante. En fait, le débat, c'est sur la signification du mot échec. Est-ce qu'on considère en NBA chaque année qu'il y a un champion et 29 échecs? Est-ce qu'on se base sur la progression par rapport à l'année précédente? Lui, il rentre dans l'idée que c'est pas un échec, c'est une étape vers le succès. Bon, bah, s'ils sont champions l'année prochaine, ce qui peut tout à fait être possible, il prouvera qu'il a eu raison, tu vois ce que je veux dire. Après, évidemment qu'on est tous déçus qu'un premier qui perd contre un 8, évidemment que c'est un échec sur le papier, tu vois. Et nous, c'est notre rôle en tant que média, etc., de le dire. Mais je comprends sa façon de penser. Ok. Ton avis sur sa façon de penser, par contre, c'est quoi? C'est échec ou pas, pour le coup? Bah, c'est que sportivement, c'est un échec de les voir sortir là. Un premier qui sort contre un 8e, c'est un échec, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça me fait du bien et je trouve ça rafraîchissant d'avoir un mec qui réfléchit, qui a cette réflexion et qui va un petit peu plus loin que ce qu'on entend comme discours habituellement, quoi. Du côté de la conférence Ouest, une autre équipe que vous appréciez tous les deux, messieurs, les Lakers, qui étaient passés par le play-in, sont plutôt en bonne posture face aux Memphis Grizzlies au moment où on se parle, messieurs. Il y a encore un avantage de 3-2 pour les coéquipiers de LeBron James. C'était pour moi assez 50-50 au départ de cette série, même si je voyais quand même Memphis s'en sortir un peu. Qu'est-ce que vous voyez là d'ici les 2 prochains matchs qui vont arriver, notamment le prochain du côté de la crypto.com, pardon. Alors j'espère déjà moi qu'il n'y en aura qu'un, 2 matchs qui vont arriver, et pas 2. Parce que s'il y en a 2, c'est quand même mauvais signe pour les Lakers. Ces Lakers, je vous disais tout à l'heure, qui affrontent une équipe de Memphis qui est diminuée et qui ont mené 3-1, se doivent de finir à la maison sur le match 6. Si ce n'est pas le cas, ils se mettent en danger pour le match 7 à Memphis. Et s'ils se retrouvent à se faire sortir après avoir mené 3-1, pour moi, c'est pas loin d'être dramatique pour les Lakers. Et ça joue sur pas grand-chose, parce que s'ils passent en revanche au second tour, j'ai l'impression qu'ils sauvent leur saison, qui est quand même une belle saison de merde pour ces Lakers, qu'ils ont sauvé en fin de saison grâce à quelques trades, en arrachant le play-in, en arrachant les playoffs. Et faire un deuxième tour de playoffs serait miraculeux. Mais à l'inverse, si tu sors là, c'est moche. Saison ratée? Ah, si tu sors là, pour moi, oui.
Oui, bah surtout après avoir mené 3-1, parce que je crois que la dernière fois qu'ils ont mené 3-1, ils se sont fait sortir, c'était par Phoenix en 2006 ou quelque chose comme ça. T'as raison, ouais. Et alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, si les Lakers passent, ça serait la première série de playoffs gagnée hors bubble d'Orlando depuis 2012. Hein. Donc finalement, oui, c'est vrai, depuis l'époque. Mine de rien, ces dernières années, ça a quand même un petit enjeu. Tu sais on oublie à quel point la décennie 2010-2020 a été dramatique pour les Lakers. Il y avait eu un calcul de fait en additionnant victoire-défaite de toutes les équipes NBA de 2010 jusqu'à 2019, avant la saison 2019-2020. La pire équipe de NBA sur cette période-là est Phoenix. La deuxième pire équipe de NBA, c'est les Lakers en victoire-défaite. Devant les Knicks. Ah ouais, devant parce que les Knicks ont eu la période Carmelo Anthony et tout, ils ont gagné beaucoup de matchs, etc. Alors que là, la fin de la période Kobe, l'après-Kobe ont été dramatiques pour les Lakers. Robert Sacré notamment. Robert Sacré, le Canadien. Il y a eu quelques joueurs quand même, quelques erreurs de casting. On va pas tous les citer. Il ne nous en voudra pas, Robert Sacré, s'il nous regarde. On va finir avec le guide USA, Road Trip NBA, le guide USA. By Rémi Reverchon aux éditions Amphora, c'est sorti le 20 avril. Il faut achetez-le. Vite le procurer. Merci un petit peu partout. Hein, ça se trouve dans toutes les bonnes librairies qui font le boulot et puis ailleurs également. On va remercier Rémi Reverchon d'avoir été hype avec nous. Merci les copains, ça fait longtemps que je vous suis de loin, ça fait longtemps que je sais qu'on essaie de bosser ensemble. Je suis content d'avoir réussi à venir vous voir enfin et votre émission elle déchire, j'espère qu'elle continuera longtemps. Merci beaucoup pour ces mots, merci pour ton travail et merci pour ton temps également. Paul Rouget de la rédac d'Eurosport, d'Orange Sport était avec nous. Melvin est parti, il se lève du côté de San Francisco, donc il enchaîne ses meetings. On va remercier toute la régie qui a préparé cette émission, on va remercier Sport en France et Romain Schindler et on va se retrouver très vite pour une prochaine émission Hype. Ciao.